En tant que débutant, ça te paraît extrêmement simple. Tu as l'impression que tu vas juste avoir besoin de prendre tes baskets et d'aller courir. Bah, en même temps, c'est un peu vrai. La course à pied, c'est un sport exceptionnel. Tu peux le faire absolument partout. Même si toi, tu as énormément de déplacements professionnels, tu peux quand même faire ta course à pied à l'autre bout du monde. Je te conseille pas de le faire à 5000 mètres d'altitude puisque ça va quand même être un petit peu compliqué. Ou à 45 degrés dans le Sahara, là aussi, ça va être un peu dur. Mais quand tu commences à courir, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas si facile que ça. Il y a des petites douleurs qui commencent à arriver, par-ci, par-là. T'as mal au genou, t'as mal au tibia, t'as mal au talon, tu sais pas si c'est normal, tu sais pas comment il faut faire pour progresser, parce que toi, t'avais l'impression qu'il fallait juste courir le même parcours de plus en plus vite et que t'allais progresser. Sauf que ça marche pas. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi et du coup, qu'est-ce que tu dois faire en tant que débutant en course à pied pour réellement progresser et faire de ce sport un style de vie qui te permettra de prendre soin de ta tête, de ton corps, de reprendre confiance en toi, de prouver à toi-même chaque semaine que tu es capable de bien plus que tu ne le pensais et surtout de reprendre contrôle de ta vie et de tout le reste, alors que ça fait plusieurs années que tu ne prends plus forcément soin de toi. Pourquoi je te dis tout ça? Parce que je m'appelle Waris. Je suis un ancien obèse de 120 kg. J'ai perdu 50 kg en 18 mois grâce à la course à pied et au sport. J'ai fondé Running Lab, une entreprise qui accompagne les coureuses et les coureurs qui n'ont pas le temps d'arriver à structurer leur plan d'entraînement à progresser. Donc, ça me tient énormément à cœur puisque tu te doutes bien que quand j'ai débuté la course à pied en tant qu'ancien obèse, j'étais pas une fusée, hein. Et quand j'ai débuté, j'ai eu les mêmes douleurs que toi, les mêmes interrogations que toi. Je comprenais pas pourquoi je progressais pas, alors que je m'entraînais vraiment hyper assidûment. Tu peux le voir, je pense à ma tête, j'ai encore des souvenirs et de la frustration de me voir semaine après semaine me dire, mais attends, c'est pas possible, tu t'entraînes tout le temps et pourtant tu n'arrives plus à aller aussi vite. Alors que, je sais pas, plus je m'entraîne, plus je vais progresser, non? Eh ben non. Donc cette vidéo, elle va t'expliquer étape par étape ce que tu vas devoir faire tout de suite si tu veux progresser sans te blessé. Cette vidéo, par contre, n'est pas faite pour toi si tu es un flemmard. C'est-à-dire que si tu as la flemme d'appliquer toutes les étapes que je vais te donner dans cette vidéo, tu peux quitter directement. Par contre, si tu as envie de passer un petit peu de temps, de prendre quelques petites minutes pour te poser et faire les étapes que je vais te donner dans cette vidéo afin de progresser, eh ben c'est parti, on se lance. La première étape, et c'est la plus importante, ça va être de définir ces zones d'entraînement. Pourquoi? Parce que si tu définis pas les zones d'entraînement qui te sont propres à toi et que tu essayes de copier celle du copain d'à côté ou du collègue à l'autre bout de l'open space, ça ne va pas marcher puisque on a toutes et tous une physiologie différente. Quand je parle de physiologie, je parle des différentes zones d'entraînement. J'ai fait une vidéo complète là-dessus. Si tu veux aller la voir, c'est complètement gratuit. Elle est aussi sur YouTube. Mais pour te faire un petit récapitulatif, les zones d'entraînement, elles correspondent à un pourcentage de ta fréquence cardiaque maximale et sont aussi définies par des seuils. Le seuil ventilatoire numéro 1, le seuil ventilatoire numéro 2 et il y a aussi d'autres mots assez techniques comme la VO2 max, la VMA, etc., etc. Toi, quand tu débutes, tu n'as pas besoin de connaître tout ça. C'est important quand tu veux progresser et que tu veux te mettre un petit peu plus sérieusement à la course à pied. Toi, il va falloir que tu connaisses trois choses. Ta VMA, le seuil et l'endurance fondamentale. Et, soit dit en passant, vu que tu vas calculer ta VMA, tu vas aussi calculer ta fréquence cardiaque maximale théorique. Petit disclaimer, les montres ne sont pas forcément très précises. Ce que tu dois avoir et ce que tu devrais avoir pour avoir des données précises, c'est un capteur cardiaque, une ceinture ou un brassard comme celui-ci qui vient de chez Coros. Ça coûte 80 €, on le met là comme ça et hop, on part courir. Donc, ça va te permettre d'avoir des données plus précises. Si tu as la flemme, c'est pour ça que j'ai dit dès le départ que les flemmards, c'était dehors. Si tu as la flemme d'acheter ça pour 80 € parce que tu te dis oui, que tu n'en as pas besoin parce que tu es débutant et que du coup, c'est pas intéressant de faire bien les choses, ça va être un peu compliqué de suivre le reste. Mais si tu es prêt à faire ce petit effort-là, ça va te changer la vie. Puisque à partir du moment où tu t'entraîneras dans les bonnes zones d'entraînement, tu auras beaucoup moins mal, tu prendras beaucoup plus de plaisir et tu progresseras beaucoup plus vite. Donc, tu vas devoir faire un test de VMA avec un demi-Cooper. Le demi-Cooper, c'est assez simple. Je sais que c'est pas forcément la chose la plus précise, donc s'il y a des confrères ou des très avancés sur la course à pied, ne m'en voulez pas. C'est le plus simple à mettre en place pour un débutant. Pourquoi? Parce que c'est un test qui se fait sur 6 minutes. On peut le faire absolument partout, sur une piste, sur une ligne droite. Et ça consiste
à courir la plus longue distance pendant ces 6 minutes, mais de la manière la plus constante possible. Là, je suis pratiquement sûr et certain que tu vas te demander une chose. Comment je fais pour savoir l'allure que je peux tenir pendant 6 minutes? C'est normal, absolument tous mes coachés me posent la même question au début. Réponse simple, tu peux pas savoir. Et c'est normal, parce que c'est justement le but d'un test. Ça va aussi t'apprendre à sortir de ta zone de confort et à connaître les capacités de ton corps. Donc, n'aie pas peur. Mais je vais te donner quand même quelques petits conseils. Ne pars pas comme un sprint, parce que c'est pas possible. Tu vas devoir tenir 6 minutes. Généralement, ça va être chez les débutants à peu près entre 900 mètres et 1200 mètres. Il va y avoir des exceptions, mais les exceptions, tant mieux pour vous, parce que si vous courez plus vite, tant mieux. Et si vous courez moins vite, et ben la marge de progression, elle sera exactement comme moi, énorme. Parce que oui, au début, j'avais pas du tout 18 de VMA comme j'ai actuellement. J'ai été en dessous de 10 moi, quand j'ai commencé la course à pied. Généralement, ça va être entre 6,00 voire 6,30, entre 6,30 par kilomètre et 5,00. Essayez et au pire, si vous voyez que vous êtes parti beaucoup trop vite et que vous avez échoué sur les 6 minutes, et ben vous recommencez la semaine d'après, c'est pas grave. En tout cas, la distance que vous avez parcourue sur ces 6 minutes, vous devez la diviser. Donc si vous faites 1200 mètres, ça veut dire que vous avez 12 km/h de VMA. Et si vous avez bien fait les choses et que vous avez des données assez précises, et ben à la fin de ces 6 minutes, vous devez avoir atteint votre fréquence cardiaque maximale théorique. Mais ne vous inquiétez pas, ça vous pourrez la tester plusieurs fois par la suite. En tout cas, moi, lors de mon premier test de VMA, j'ai trouvé 208 au brassard et quand j'ai fait mon test en laboratoire, j'ai eu 212. Donc c'était plutôt assez précis. Maintenant que tu connais ta VMA, tu vas aller en description. En description, je vais te mettre un fichier Excel qui est complètement gratuit. Tu as juste à mettre ton mail pour que je puisse te l'envoyer automatiquement et tu vas rentrer tes données. Une fois que tu vas avoir rentré tes données, ça va te calculer automatiquement tes allures d'entraînement. Donc tu vas avoir ton allure d'endurance fondamentale, ton allure de seuil, si tu as retenu, j'y viens, ton allure de VMA, etc., etc. Et donc tu vas devoir courir la majorité de ton temps en endurance fondamentale. Donc là, tu viens de finir ta première étape, déterminer ton niveau en fait. Donc bravo. Maintenant, avec ces données, qu'est-ce que tu fais? Si tu es déjà en capacité de courir à peu près 40-45 minutes 3 fois par semaine sans t'arrêter et sans mourir, ben tu vas pouvoir passer à la prochaine étape. Si ce n'est pas le cas, je t'invite très fortement à continuer de t'entraîner, mais à faire de l'alternance course et marche. 1 minute de course, 1 minute de marche, 1 minute 30 de course, 1 minute de marche, 2 minutes de course, 1 minute de marche, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à temps que tu sois en capacité de faire 3 fois 45 minutes par semaine. Tu devras être très progressif dans cette phase d'entraînement, puisque si tu n'es pas capable de courir aussi longtemps, c'est que ton corps n'est pas encore prêt. Donc, n'aie pas peur, sois patient, sois progressif, et comme ça au moins tu te blesseras pas. La deuxième étape, une fois que tu commences à courir 3 fois 45 minutes en endurance fondamentale sans t'arrêter, c'est de mettre des séances d'intensité. Et c'est là où on va parler du seuil et de la VMA. Si tu veux progresser, tu vas devoir faire les deux. C'est-à-dire que tu vas devoir faire de la variation d'allure à l'intérieur de tes séances d'intensité pour travailler les deux qualités. Le seuil, c'est là où tu vas apprendre à utiliser le lactate comme source d'énergie. C'est pour ça que les débutants ont un seuil pratiquement dès qu'ils commencent à courir. Parce que il n'y a aucune économie de course qui a été créée. C'est comme passer de 0 à 300 km/h. Une Formule 1, elle fait jamais 0 à 300 km/h d'un seul coup. Elle fait des essais libres, une qualification, un tour de chauffe, etc. etc. Bah là, c'est pareil. Tu vas devoir apprendre à ton corps à gérer ça. Et donc, le seuil, ça se trouve à peu près entre 72 et 86% de ta VMA. Plus tu vas être proche des 72, plus ça va correspondre au SV1, qui correspond à l'allure que tu es capable de tenir pendant 4-5 heures. C'est l'allure que tu es capable normalement de tenir sur un marathon. Et le SV2, c'est l'allure que tu es capable de tenir pendant 1 heure. Donc quand tu débutes, généralement, c'est 10 km. Allez, on va dire entre 8 et 12 km pour avoir une grosse fourchette. Une fois que tu sais ça, tu vas pouvoir balayer cette zone en faisant par exemple des séances progressives. Tu vas commencer à faire ta petite séance en faisant 20 minutes d'échauffement et ensuite, pendant peut-être par exemple 6 km, tu vas progressivement augmenter l'allure. Donc tu vas passer de 72% à 86% de ta VMA en progressif. Et ça va te permettre de travailler ta capacité aérobie et ton seuil. La capacité aérobie, ne t'en fais pas, c'est très simple. C'est juste avoir plus de mitochondries, plus de densité capillaire, en tout cas, plus d'endurance. Je vulgarise au maximum.
maximum pour ne pas vous perdre. Donc la brigade de la science, ne me tombez pas dessus, encore une fois, s'il vous plaît. Ici, on est vraiment sur une vidéo spécifique pour les débutants. D'ailleurs, petite aparté, qu'est-ce que c'est un débutant? Pour moi, on est débutant en course à pied tant qu'on n'est pas capable de courir moins de 1h45 sur le semi-marathon. Parce que, on va le voir, mais si on s'entraîne bien, on peut progresser très rapidement. En tout cas, un débutant, c'est quelqu'un qui commence, même s'il a déjà couru auparavant, qui recommence s'il y a eu un long arrêt, par exemple, pendant 3-6 mois. On redevient un débutant, même s'il y a la mémoire musculaire. On va revenir plus rapidement à notre niveau que quelqu'un qui a été sédentaire pendant 10 ans, mais on est quand même débutant. Bref, petite anecdote, petit aparté, parce que je vois beaucoup trop de coureuses et de coureurs qui ont l'impression qu'ils ont un niveau de ouf, alors que si on avait un peu plus d'humilité et de patience, on progresserait plus rapidement, parce qu'on ne laisserait pas notre ego dicter nos choix. Je dis ça parce que j'ai fait la même erreur au début, donc ne vous en faites pas. Au début, j'avais l'impression que j'étais Superman, que j'allais tout défoncer, et en fait, je m'entraînais beaucoup trop dur, et donc je me blessais, c'était difficile, j'étais tout le temps fatigué et tout. Bref, ça c'est le sujet d'une autre vidéo si ça vous intéresse, de vous expliquer un petit peu mon parcours, comment je suis passé de 120 kg à courir le marathon en moins de 3 heures. Enfin bref, continuons. Ce qu'on va devoir faire du coup, c'est des variations d'allure. Donc une séance progressive, comme je viens de vous dire, 6 km où à chaque kilomètre on va augmenter notre allure, ou par exemple des séances mixtes, où on va faire par exemple 2 fois 6 minutes à 72-74% de sa VMA, plus 10 fois 200 mètres à 91-93% de sa VMA pour travailler un petit peu le seuil numéro 2. Ça va vous servir à être de plus en plus endurant, sans créer trop de fatigue, puisque on n'est pas non plus au max du max du max de ce que vous pouvez faire en termes de vitesse. Donc ces séances-là, vous ne devez pas être HS. Ça doit être à peu près du 7 sur 10 sur l'échelle de la perception de l'effort. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, 7 sur 10, c'est se dire, ok, c'était difficile, mais je reprends mon souffle quand même assez vite, ça va, et j'aurais pu faire une répétition ou deux supplémentaires. A contrario, 10 sur 10, c'est le test de VMA dont on a parlé au début de la vidéo, hein. C'est complètement HS, au bout du rouleau, au bout des 6 minutes. L'endurance fondamentale, c'est 2-3 sur 10, donc vraiment très très facile, sachant que 0 c'est le repos et 1 c'est marcher. Ensuite, une fois qu'on va avoir fait cette séance-là, on va pouvoir par exemple faire du développement de la VMA pour augmenter son VO2 max, puisque c'est le volume maximal d'oxygène que votre corps il est capable d'utiliser. Le VO2 max, c'est vraiment un facteur limitant si vous voulez vraiment passer un cap et progresser. Donc vous allez devoir le travailler aussi pour aller plus vite, pour avoir un plus grand réservoir en fait. Et donc ça, vous allez par exemple pouvoir le faire avec des séances de 10 fois 30 secondes, 9 fois 1 minute 30, 1 minute 30, 8 fois 2 minutes, 2 minutes, 10 fois 300 mètres. Là, vous allez devoir travailler autour de votre VO2 max. Donc à peu près à 100% de VMA. C'est pour ça que les répétitions sont très très courtes. Et là, si vous avez cette structure-là, vous allez progresser très rapidement. Prenons un exemple d'une séance, d'une semaine, pardon, qui est vraiment parfaite quand on débute et qu'on veut progresser. On fait une endurance fondamentale d'à peu près 45-60 minutes. Là, on va vraiment être hyper facile dans son allure et on va essayer au maximum de ne pas dépasser 75% de fréquence cardiaque maximale. Si vous vous rappelez, calculez avec le test de VMA. Si vous n'avez pas pu la calculer parce que vous n'avez pas des données fiables, eh ben, servez-vous de votre ressenti. Si vous n'êtes pas fatigué, si vous êtes en capacité de communiquer, de parler, de discuter, c'est que c'est à peu près bon. Dans tous les cas, ne vous en faites pas parce que vous êtes en endurance fondamentale tant que vous êtes en dessous de votre premier seuil. L'état métabolique est stable, donc c'est bon. Je parle peut-être en charabia, mais ne vous en faites pas. Juste courez lentement et soyez le moins fatigué possible après vos séances. La deuxième, ça va être un tempo ou une séance progressive. En tout cas, là, vous allez essayer de travailler autour de votre premier seuil en faisant, par exemple, une séance progressive de 8 km où vous allez commencer en endurance fondamentale et au fur et à mesure augmenter, donc passer de 60% de votre VMA à 64, à 66, à 68, à 70, à 72 pour finir à peu près à 75% de votre VMA. Encore une fois, vous avez le tableau dans la description, donc servez-vous-en pour comprendre parce que j'ai tout marqué. Il est 100% gratuit, ne vous en privez pas. Ensuite, la dernière séance, ça va être soit une sortie longue, si vous n'avez pas envie de mettre de l'intensité, donc vous allez pouvoir faire 1h15, 1h30 en endurance fondamentale, ou en tout cas en zone 3, donc c'est à peu près au milieu, hein. C'est, allez, on va dire entre 65 et 69% de votre VMA pour la plupart d'entre nous, et ça va vous servir encore une fois à travailler votre endurance. Là, vous pouvez faire
faire un choix. Vous pouvez mettre encore une intensité supplémentaire si vous sentez que vous n'êtes pas fatigué et que vous n'avez mal nulle part et que vous vous sentez bien. Et vous allez par exemple pouvoir faire un 8 fois 2 minutes, 2 minutes à 91-93% de votre VMA. Donc pendant les 2 minutes, vous allez accélérer à cette allure-là et pendant 2 minutes, vous allez récupérer. Donc trottiner, voire marcher si c'est pas possible de continuer de courir. Et vous allez le faire 8 fois de suite. Là, on a une semaine parfaite. Maintenant, comment on fait pour progresser? Eh bien, semaine après semaine, on va augmenter le volume couru d'à peu près 10%. Donc si vous courez par exemple 3 heures par semaine, ça vous fait 60 minutes x 3, 180 minutes. Vous allez pouvoir rajouter 18 minutes supplémentaires la semaine d'après. Attention, on n'est pas aussi rigide que ça. Mais je le sais par expérience, si je donne pas des guidelines et un cadre très précis, en fait, c'est vous laisser le choix. Et laisser le choix, c'est laisser le choix de rien faire. Ok? Donc 10%, c'est très bien. C'est pas optimal, mais si vous voulez quelque chose de hyper précis et hyper optimal, prenez un coach, ça sera son taf. Ensuite, sur la progressivité, vous allez pouvoir par exemple rajouter au fur et à mesure de la difficulté dans vos séances d'intensité. Donc prenons l'exemple de 8 fois 2 minutes, 2 minutes, et la semaine d'après, vous pouvez par exemple faire un 10 fois 400 mètres, ou vous pouvez faire un 15 fois 300 mètres, etc., etc. Et donc on augmente la difficulté petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, pour continuer à progresser. Et toutes les 4 semaines à peu près, on va mettre une semaine de récupération. Là, on va réduire le volume et on va, par exemple, au lieu de faire 3h30, puisqu'on a augmenté progressivement pendant 3 semaines et on est atterri à 3h30, on va redescendre à 2h40 à peu près de course à pied dans la semaine pour réduire la fatigue et repartir de plus belle. Ça, c'est très important pour pas cumuler de la fatigue et du coup exploser en cours de route. Voilà, maintenant, vous savez exactement comment bien débuter en course à pied. Mais je vais vous donner quelques petits bonus supplémentaires. Le renforcement musculaire, selon moi, c'est obligatoire. Parce que en tant que débutant, en tant que sédentaire, qui n'ont pas fait de sport pendant des années parce que n'ont pas eu le temps avec leur travail, avec les enfants, la priorité c'était eux et pas nous, et puis même la vie tout court, mais on perd énormément de muscles à être sédentaire. Donc même si vous pouvez très bien ne pas vous blesser si vous faites aucun renforcement musculaire, ça sera d'autant plus bénéfique pour votre vie au quotidien. C'est-à-dire que vous allez vous sentir plus fort, vous allez avoir plus d'énergie au quotidien, vous allez avoir plus confiance en vous, vous allez beaucoup mieux vous sentir dans votre tête, votre cerveau il va réfléchir beaucoup plus rapidement, ça a un impact sur absolument tout. Ça c'est le premier bonus, faire du renforcement musculaire. Ça n'a pas besoin d'être effectué en salle de sport. On peut très bien le faire à la maison. Là, vous le voyez pas, mais moi derrière j'ai tous mes petits ustensiles, mes petits élastiques, etc. et tout, et je fais mon petit renfort à la maison et du coup ça m'aide énormément. Ensuite, si vous arrivez à gérer votre hydratation et votre nutrition, vous allez prendre un énorme avantage sur la version de vous-même qui ne fera pas attention à ça. Pourquoi? Parce que la nutrition, j'en ai fait une vidéo sur le sujet, donc encore une fois si vous voulez aller la voir, elle est juste ici, ça vous aidera énormément à récupérer et du coup à ne pas avoir de courbatures ou en tout cas beaucoup moins et surtout à ne pas vous blesser parce que si vous êtes en sous-nutrition, vous allez vous blesser à un moment ou un autre, je sais pas quand, mais ça arrivera. Faites attention à ça. Pour toutes ceux et toutes celles qui n'y arrivent pas, qui ont essayé pendant des années et qui, à chaque fois qu'elles essayent de reprendre la course à pied, se trouvent vraiment face à un mur, tout le temps, soit blessées, soit à stagner, soit à pas arriver à maintenir un rythme et une discipline, nous, on peut vous accompagner. Chez Running Lab, l'entreprise que j'ai créée pour ça, notre rôle, c'est ça, c'est aider les coureuses et les coureurs qui n'y arrivent pas, qui n'ont pas le temps de structurer leur plan d'entraînement à cause de leur vie professionnelle ou personnelle, mais qui ont quand même envie de prendre soin d'eux par le sport. Donc, c'est le deuxième lien qui est dans la description. Si vous êtes dans ce cas-là, venez voir, vous ne perdrez rien. On vous aidera au moins à définir votre profil de coureuse ou de coureur en appel si on peut vous aider. Et si on peut vous aider, on vous expliquera exactement comment l'accompagnement fonctionne. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci beaucoup pour l'attention. Si vous avez trouvé que ce guide avait énormément de valeur ajoutée, mettez un petit like à la vidéo et partagez-le à un ami coureur ou coureuse qui en aurait besoin. Sur ce, on se retrouve dans une autre vidéo et si tu commences ton aventure en course à pied grâce à moi, merci beaucoup.